grogne dans le rang des grossistes acheteurs de poissons au port d'Abidjan. Ils dénoncent l'attribution d'un site leur appartenant à un opérateur économique, une situation qui dure depuis quelques jours. La présidente de transition de la Centrafrique a été reçue à l'Élysée lors d'une visite à Paris. Elle a insisté sur l'importance d'une aide financière internationale pour la tenue d'élections dans son pays. Le Parlement rwandais examinera très prochainement les demandes par pétition de près de 2 millions de Rwandais pour une réforme constitutionnelle qui admettrait un nouveau mandat de Paul Kagame. Bienvenue à tous dans cette édition du journal sur Sika. Ça grogne dans le rang des grossistes acheteurs de poissons au port d'Abidjan. Ils dénoncent l'attribution d'un site leur appartenant à un opérateur économique. Ces femmes, qui pour la plupart s'adonnent à cette activité depuis des décennies, indexent le directeur général du port autonome d'Abidjan. Elles ne sont pas prêtes à plier bagages. Le conflit dure depuis quelques jours. Chris Paterna-Sémian. Voilà depuis 40 ans que Fofana Mawa s'adonne à la vente de poissons au port d'Abidjan. Elle est à la tête d'un regroupement de femmes qui ravitaillent les marchés d'Abidjan en ressources halieutiques. Tous des grossistes. Ce matin, elle en a gros sur le cœur. Quelques familles, tous les parcelles à secouer. On n'est pas droit, nous là on n'est pas droit à avoir place parce qu'on n'est pas riche. Toujours selon cette dame, les commerçantes du port de pêche auraient reçu la promesse du directeur général du port autonome d'Abidjan de leur concéder cette parcelle une fois organisée en coopérative. Et ainsi honoré du nom de ce gestionnaire du port d'Abidjan n'a pas honoré sa promesse. Puis ces vendeuses de poissons ont été manu militari délogées du site qu'elles occupaient depuis des décennies pour la plupart. Ayant formellement et poliment refusé de céder à leurs revendications, la direction générale du port n'a cessé d'élucider des pistes de solutions, mais jusqu'ici, difficile de contenter ces manifestants. Il nous a proposé un espace qui est déjà un espace litigieux où se trouvent déjà des membres de nos syndicats. Il nous dit cet espace c'est 600 mètres carrés qui va nous donner ça et on n'a qu'à s'en contenter. La grande gagne du terrain, les femmes vendeuses ne sont pas prêtes à plier bagages. Nous sommes des Pour ces femmes, presque fragilisées par le tissu social, cette manifestation n'est pas un combat de trop pour la lutte des classes dans le train qui conduit vers l'émergence. La coalition au pouvoir en Éthiopie a sans surprise remporté une écrasante victoire aux élections législatives de dimanche dernier. C'est ce qui ressort des résultats encore partiels rendus publics hier, mercredi, par la commission électorale. Les détails. Sur un total de 547, le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens a en effet d'ores et déjà raflé les 442 sièges pour lesquels le dépouillement est achevé. C'est là les propos de Merga Bekena, président de la commission électorale. Dans Addis Abeba, la capitale, le parti au pouvoir a remporté l'ensemble des 23 sièges, reprenant à l'opposition l'unique siège qu'elle détenait dans l'Assemblée sortante. Le Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn, qui avait succédé à Meles Zenawi à sa mort en 2012, devrait donc être reconduit. Les élections de dimanche, les premières depuis la mort de Meles, homme fort du pays pendant plus de 20 ans, étaient largement considérées comme jouées d'avance, avec pour seul inconnu l'ampleur de la victoire du parti au pouvoir. La coalition, qui domine sans partage la vie politique du pays depuis un quart de siècle, avait déjà remporté une écrasante majorité aux élections de 2010. 2 sièges seulement lui avaient échappé. Un était allé à un candidat de l'opposition et l'autre à un indépendant. Cette année, l'unique député d'opposition ne se représentait pas et le scrutin avait été reporté à une date indéterminée dans la circonscription du seul candidat indépendant. Les partis d'opposition ont dénoncé une campagne électorale verrouillée par le pouvoir, affirmant que leurs candidats avaient été régulièrement harcelés par les forces de sécurité et empêchés de faire campagne.
La présidente de transition de la République centrafricaine en visite à Paris a été reçue à l'Élysée puis au siège de l'Organisation internationale de la francophonie. Catherine Samba-Panza a une fois encore insisté sur l'importance de l'aide financière internationale pour la tenue d'élections dans son pays. Il était également question lors de cette visite des accusations de viol sur des mineurs par des soldats français. Reportage. L'importance de l'aide financière internationale pour la tenue des élections et la question du viol d'enfants sont les points qui ont meublé la visite de la présidente de transition de la République centrafricaine. Mercredi à Paris, où elle a été reçue à l'Élysée puis à l'Organisation internationale de la francophonie, Catherine Samba-Panza a réaffirmé sa volonté et celle des délégués au forum de voir se tenir les élections dans son pays. Une fois de plus, la question financière a été soulevée. Nous avons de manière concertée au cours du Forum national de Bangui décidé qu'il ne fallait pas dépasser le cap du dernier trimestre 2015. Nous avons besoin de décaissement, de la présence et de l'appui de tout ce qui nous accompagne. Et je pense qu'avec le message fort qui a été porté hier à Bruxelles, nous avons beaucoup d'espoir qu'il y aurait des réactions vraiment pour nous accompagner financièrement. Il a été aussi question des sujets qui fâchent. La présidente est revenue sur le dossier de supposé viol d'enfants par les éléments de l'opération Sangaris entre décembre 2013 et juin 2014. Nous avons simplement regretté de n'avoir pas été informés beaucoup plus tôt de la procédure en cours. Maintenant, nous avons demandé avec insistance d'être impliqués dans la procédure qui se met en place avec toute la discrétion nécessaire s'agissant quand même d'une situation d'enfant. En matière de sécurité, la France a constaté les progrès réalisés et a salué le déploiement effectif de l'opération des Nations Unies MINUSCA qui permet la diminution progressive des effectifs de l'opération militaire française Sangaris en Centrafrique. Le président français a également réaffirmé le soutien de la France à la République centrafricaine en matière d'aide humanitaire et d'action pour le développement. En bref, à présent, le Parlement rwandais examinera entre le 5 juin et le 4 août prochain les demandes par pétition de près de 2 millions de Rwandais pour une réforme de la Constitution qui autoriserait un nouveau mandat présidentiel de Paul Kagame. D'après des sources parlementaires, il a été reçu autour de 2 millions de demandes de la population pour la révision de l'article 101 de la Constitution portant sur la limitation du nombre de mandats présidentiels. Ces demandes, qui représentent près de 17% de la population rwandaise, sont reçues depuis plusieurs jours au Parlement sous la forme de pétitions. Il faut préciser que le Parlement qui se prononcera sur les suites à donner à ces pétitions est dominé par le Front patriotique rwandais FPR, le parti au pouvoir. En Tunisie, l'instance Vérité et Dignité, chargée de recenser les crimes commis sous la dictature, a lancé hier mercredi les auditions des plaignants. Ces derniers ont déposé quelques 12 700 dossiers relatifs notamment aux atteintes des droits de l'homme sous les présidences de Habib Bourguiba et Zine El Abidine Ben Ali. Plus de précisions à travers ces images. Nous annonçons le début des auditions à huis clos des victimes des grandes violations des droits de l'homme conformément à la loi régissant la justice transitionnelle. C'est donc parti pour les audiences des victimes des violations des droits de l'homme commises en Tunisie entre le 1er juillet 1955 et le 31 décembre 2013. Des audiences qui dureront 2 ans et au cours desquelles chaque plaignant aura 2h30 de temps pour s'exprimer. Les 12 700 dossiers parvenus à l'instance appartiennent à toutes les familles politiques. Ils recouvrent les différentes phases historiques de la Tunisie, pendant lesquelles les solutions des conflits politiques se trouvaient dans la violence. Les plaignants ont jusqu'au 15 décembre prochain pour déposer leur dossier. Après les auditions, l'instance Vérité et Dignité doit identifier les responsables des violations et faire en sorte qu'ils rendent des comptes. Elle aura par ailleurs à réhabiliter les victimes et leur octroyer réparation.
L'Union africaine a rendu hommage aux migrants disparus sur le chemin de l'Europe ou du Moyen-Orient lors d'une cérémonie hier mercredi à Addis Abeba. Cette cérémonie est la première du genre initiée par l'Union africaine, critiquée pour sa passivité sur la crise des migrants. Seule une poignée d'ambassadeurs africains ont assisté à la cérémonie dans la salle, en grande partie vide. La présidente de la commission, Nkosazana Dlamini Zuma, n'était pas présente. Plus de 2000 migrants, il faut le préciser, ont trouvé la mort depuis le début de l'année, dont 1829 en Méditerranée, selon les chiffres de l'organisation de l'Office des migrations internationales OMI. Précisons que 3 des 5 pays d'origine des migrants sont situés en Afrique. Et parlons toujours des milliers de migrants qui périssent en Méditerranée, le secrétaire général de l'ONU a réitéré hier ses réticences face à l'opération navale de lutte contre les trafiquants de migrants en Méditerranée, une opération mise sur pied par l'Union européenne. Selon Ban Ki-moon, il y a d'autres moyens de régler la crise des migrants. On l'écoute. Mon inquiétude concerne l'idée de détruire tous ces bateaux. Bien évidemment, je suis pour le renforcement de la capacité militaire en termes de recherche et de secours des gens. Notre priorité devrait être le sauvetage des vies et l'aide humanitaire pour ces gens. Mais lorsque vous réfléchissez à détruire ces bateaux, cela risque de retirer à ces gens le peu qu'il leur reste. Même si ces bateaux sont utilisés pour faire passer clandestinement des gens. Il y a peut-être d'autres façons d'agir. C'est pour cela que j'ai exprimé ma préoccupation. There may be some other ways. That is the point which I expressed my concern. La Commission européenne, elle, s'est exprimée hier mercredi sur la crise des migrants. Elle a demandé aux États de l'Union européenne de prendre en charge sous 2 ans 40 000 candidats à l'asile et 20 000 réfugiés de pays tiers. Les détails. Assurer un minimum de solidarité sans pour autant favoriser l'entrée de migrants irréguliers. C'est la solution que préconise l'Union européenne face aux flux migratoires en Méditerranée et aux demandes d'asile sans cesse croissantes. Il n'est pas question d'accueillir des migrants en situation irrégulière dans l'Union européenne. Nous ne proposons pas de quotas. C'est un mot que nous n'aimons pas et que nous n'avons jamais utilisé. Nous voulons assurer la solidarité, mais il appartient à chaque État membre de décider à combien de personnes il souhaite accorder le statut de réfugié. Certains réfugiés sont d'origine syrienne ou encore érythréenne. Les propositions du commissaire à l'immigration seront soumises aux États membres de l'Union pour approbation. Un pari qui est loin d'être gagné puisque la plupart des États de l'Union font montre d'une certaine réticence jusqu'ici. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur Sika.